En effet, le laser est une technologie ancienne qui a bouleversé les esprits ces dernières années dans le domaine de l'industrie et de l'armement, mais qui s'est perfectionné ces dernières années pour devenir un outil de travail utilisé en médecine dentaire. Son champ d'application est très large. Il est utilisé en chirurgie buccale, on l'utilise aussi en parodontologie et en odontie. Grâce à ses propriétés photodynamiques et photochimiques dans la biostimulation, on lui reconnaît certains effets anti-inflammatoires, anti-œdémateux, tel est le cas ici, antalgiques et cicatrisants. À travers cet exposé, nous essayons de vous présenter dans la première partie les notions de base qu'un utilisateur du laser doit connaître, et c'est très important. La seconde partie s'intéressera aux applications du soft laser dans le domaine de la douleur et de la cicatrisation, domaine auquel l'odontostomatologiste est souvent confronté. Alors, du point de vue évolution du laser, on peut dire que certaines grandes dates sont à retenir. C'est en effet en 1917 qu'Albert Einstein énonce la théorie de l'émission stimulée de radiation lumineuse. En 1957, Gordon Gould invente le mot laser et le laser à gaz. Vers les années donc de 1962, il y a eu l'application du premier hard laser, c'est le gaz. En 1967, Jacques Bonlieu et collaborateurs mettent au point le laser CO2 et qui est le laser à l'époque le plus puissant. Enfin, vers les années 90, voient naître les premiers lasers en médecine dentaire par Yamamoto et collaborateurs. Fin des années 2000, il y a eu l'apparition du premier hard et soft laser à diode et qui a été justement mis au point par les universités allemandes en collaboration avec une société, Oralia. Actuellement, il existe un laser très puissant qu'on appelle laser excimer et ce n'est que la composition de plusieurs lasers. Il faut dire donc, au terme de cette historique, qu'il existe plusieurs lasers et qui sont destinés dans différentes pathologies. Alors, que signifie le mot laser? Tout simplement, c'est l'acronyme du mot anglais Light Amplification Based Stimulated Emission of Radiation, qui veut dire en français lumière amplifiée obtenue par émission stimulée. C'est aussi un rayonnement électromagnétique qui est produit dans une zone oscillateur et dont l'effet est de concentrer les ondes en fréquence et en phase, donnant au rayonnement un rayon plus puissant que la lumière naturelle. Nous allons un petit peu survoler certaines bases physiques du laser. Alors le maniement correct des différents lasers nécessite certaines connaissances de base, à savoir l'émission stimulée, les composantes du laser, les propriétés du laser et enfin les paramètres du laser. En ce qui concerne l'émission stimulée, il faut tout simplement retenir qu'à partir d'une stimulation, d'un photon, quand il descend à un niveau inférieur, il va émettre un photon supplémentaire. Et c'est ça la stimulation laser. À partir d'un photon, on obtient un photon supplémentaire et qui fait justement la puissance de ce rayonnement. Pour ce qui est des composantes des lasers, il faut dire qu'il y a un milieu d'abord actif, une source d'énergie externe et enfin une cavité optique. Pour ce qui est du milieu actif, c'est là le milieu actif. Il est stimulé par pompage. Le pompage, c'est la lampe là, flash que vous voyez. Il contient des molécules, des ions, qui vont justement absorber ces photons et donner un rayonnement très amplifié et qui est supérieur à la lumière naturelle. Alors, la source d'énergie, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est la lumière, la flash. Ça pourrait être une lampe externe, comme ça pourrait être une lumière. Elle permet justement de donner le pompage à l'intérieur du milieu actif. Nous avons une cavité optique. Elle est formée de deux miroirs. Et ces miroirs-là,
ils vont capter les photons et les font sortir en dehors de la cavité donc laser. Alors, selon le milieu actif, il existe différents lasers. On peut avoir les lasers à corps solide, les lasers à gaz, les lasers à colorant, tels que le laser à diode, ou les lasers à cristaux. En ce qui concerne les paramètres, donc plutôt les propriétés du laser, il faut dire que la lumière laser est une lumière bien domptée. Elle est différente de la lumière ordinaire, nous l'avons vu. La lumière donc ordinaire est une lumière qui est donc donnée dans plusieurs sens. Vous avez plusieurs couleurs et il y en a plusieurs longueurs d'onde. Alors que la lumière laser, vous avez une seule couleur, elle est rouge, une seule longueur d'onde et une seule direction. Il s'ensuit donc les propriétés suivantes. Donc un rayonnement laser, il est caractérisé par le monochromatisme, ça veut dire une seule couleur, une longueur d'onde, une cohérence, les ondes vont se propager en même temps, et une propagation unidirectionnelle, ça veut dire ça va aller dans la même direction. Et qui fait toujours donc cette puissance de ce rayonnement laser. Concernant les paramètres du laser, nous avons d'abord la longueur d'onde, le mode d'émission et la puissance. Alors pour ce qui est de la longueur d'onde, elle est propre à chaque laser et elle doit être mesurée en nanomètres. Nous avons pratiquement 1 nanomètre qui est égal à 1 milliardième de mètre. Elle est constante pour chaque laser et elle joue le rôle important dans l'effet tissulaire. Nous rappelons qu'il existe 2 longueurs d'onde. Nous avons la longueur visible et invisible. Quand le rayonnement il est visible, en général c'est situé entre 400 et 700 nanomètres. On peut parler de l'argan qui est en vert ou de l'hélium néant, donc c'est un laser. Quand c'est inférieur à 400 nanomètres, nous sommes dans le rayon invisible, la plage des ultraviolets, et quand c'est supérieur à 700, nous sommes dans la plage des infrarouges, et donc aussi le rayon est invisible. Et nous verrons plus tard comment le tissu va absorber cette lumière pour la transformer en chaleur plus tard. Alors pour le mode d'émission, nous avons le mode pulsé ou le mode continu. Alors pour ce qui est des soft lasers, nous travaillons dans un mode continu, tout simplement. La puissance, il n'y aura pas, si on veut, une phase de... donc il n'y aura pas de phase de refroidissement. Le tissu ne reçoit pas cette phase de refroidissement. Pour le mode pulsé, nous avons une phase de récupération et une phase de donc pulse, pause, ça veut dire bombardement plus repos. Et là, c'est utilisé beaucoup plus dans les hard lasers. Les hard lasers, nous rappelons, ce sont des lasers qui sont très puissants. Pour ce qui est de la puissance, elle se mesure en milliwatts ou en watts. Alors, lorsque la puissance du rayonnement elle est située dans la plage haute énergie, on peut parler d'un laser thermique. C'est le hard laser, il est très puissant. On l'utilise beaucoup plus pour la chirurgie. Quand la puissance du rayonnement elle est située dans la plage de basse énergie, nous parlons justement du soft laser ou le laser athermique. Et donc, il est utilisé beaucoup plus, nous verrons plus tard, pour la biostimulation. Alors, quels sont maintenant les effets thermiques sur la matière? Bien sûr, la matière biologique. Il faut dire que le faisceau laser, il est caractérisé par la réflexion. Tout simplement, le faisceau, il est attiré seulement par la couleur à traiter. Il est caractérisé par la transmission. Faisceau laser traverse la peau sans risque de transmission de lumière. Et enfin, par l'absorption, l'énergie électromagnétique est absorbée dans les tissus. Je m'explique comment se fait l'absorption au niveau des différents tissus. Nous rappelons que la structure de la muqueuse et des tissus buccaux est composée d'eau, d'hémoglobine et d'hydroxyapatite, et que la longueur d'onde entre 400 et 700 nanomètres, ils sont absorbés surtout par l'hémoglobine et par les pigments visibles à l'œil nu, comme vous le voyez ici. Quand la longueur d'onde elle est entre 700 et 900 nanomètres, l'absorption elle va diminuer dans l'hémoglobine et le rayonnement il va pénétrer en profondeur. Quand c'est supérieur à 10 000 nanomètres, l'absorption elle va se faire dans l'hydroxyapatite et
dans l'eau et donc l'absorption, elle va aller en profondeur. Nous arrivons donc au vif du sujet. On a dit le low-level laser, donc on arrive au soft laser. Qu'est-ce que c'est ce soft laser? Il est appelé aussi laser à basse énergie. Il est caractérisé par une longueur d'onde située entre 600 et 900 nanomètres. Il a une action thermique, pratiquement, elle est nulle. Donc on peut dire que c'est pratiquement comme une réponse physiologique naturelle. Il existe une différence importante entre le hard et soft laser. Le hard laser, donc, il a une puissance très élevée, on peut aller jusqu'à 20 watts, alors que le soft laser, ça varie jusqu'à 300 milliwatts. Bien entendu, pour le soft laser, il a un effet par réaction biochimique, alors que le hard laser, il a un effet par réaction thermique. Alors les soft lasers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire donc il y a le soft laser, donc ils ne détruisent pas plutôt la cellule. C'est pas comme le hard laser, il va détruire la cellule. Il y a un effet de vaporisation, de coagulation. Alors que là, non. Ils vont au contraire stimuler le métabolisme de la cellule et donc ils vont produire les effets suivants. Ils peuvent être anti-inflammatoires, anti-œdémateux. Ils vont augmenter un petit peu la circulation, donc par résorption de l'œdème. Et enfin, permettre la cicatrisation qui est très importante et donner un effet beaucoup plus antalgique aux patients. Ces effets donc sont classés en deux groupes. Nous avons la biostimulation par réaction photochimique et la thérapie photodynamique. Pour ce qui est de la biostimulation, ça veut dire quoi? Un stimulus, il est capable de produire ou d'accélérer une réponse physiologique. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une réponse pratiquement naturelle de l'organisme. Alors, le laser va aider notre corps à produire de l'ATP, donnant ainsi de l'énergie à nos cellules qui pourront à leur tour stimuler le processus de défense en augmentant l'immunité. Immunité augmentée veut dire que l'organisme va gérer l'agression, qu'elle soit mécanique, physique ou chimique. Pour ce qui est de la thérapie photodynamique, il a un effet d'antalgique, donc de mieux relaxation, par modification du potentiel des membranes cellulaires nerveuses avec libération, donc une hyperpolarisation, et libération des bêta-endorphines qui vont, eux, atténuer la douleur. Il a aussi un effet de relaxation musculaire qui est induite par le biais de l'unité neuromusculaire. Alors, comment se fait un traitement au laser? C'est très simple. Il s'agit là d'un soft laser. Dans la longueur d'onde, elle est de 810 nanomètres, donc elle est faible quand même. Les paramètres relatifs aux indications du laser sont indiqués donc dans l'appareil. C'est un appareil, on avait dit, en général, on verra dans les contre-indications et dans les précautions qu'il faudrait porter des lunettes, alors que là, pour ce soft laser, c'est la dernière création d'Auralia, donc on le porte pratiquement, le port de lunettes n'est pas obligatoire. Alors le malade, il est installé confortablement, cavité buccale et illuminé par un faisceau laser. C'est une fibre optique qui est guidée manuellement au niveau de la muqueuse. Il faut rester quand même à 1 cm de la muqueuse. Le temps d'illumination, il dépend de la surface à traiter et de la puissance du rayonnement. Alors, quelles sont les précautions à prendre? Il est impératif de ne jamais diriger le rayon de laser dans les yeux. Le port de lunettes de sécurité est obligatoire pour le thérapeute et le patient, sauf pour le laser que nous venons de vous montrer. Ne pas traiter les porteurs de pacemaker, la femme enceinte et les lésions non identifiées, tout simplement parce que nous n'avons pas de recul encore. Son champ d'application, il est très large. Il est appliqué donc en thérapie curative comme en thérapie préventive. On l'a préconisé dans l'herpès. C'est surtout, on a cherché son effet antalgique et l'effet cicatrisant qui est très important pour le patient et pour le praticien. Nous l'avons appliqué aussi dans les aftes et nous verrons donc les cas cliniques. Enfin, il a été appliqué aussi pour les mucites,
surtout post-radique et post-chimiothérapique. Et là, c'est une équipe de Nice qui est en train de travailler à leur tête, le docteur Sies, et qui a obtenu de bons résultats. Vous savez très bien que la mucite post-chimique ou post-radiothérapique est une, si vous voulez, complication invalidante. Parfois même, elle nécessite l'hospitalisation du malade. Ils ont remarqué que quand on fait une application en préventif, que ces mucites vont diminuer considérablement, si vous voulez, au cours de la chimio et même après chimiothérapie. Quand on l'utilise en curatif, la même chose, la lésion, elle est mieux jugulée que quand on donne seulement des bains de bouche composés. Il est utilisé aussi dans les accidents de dentition, type péricoronarite, où nous avons beaucoup d'infections ou des infections à répétition. Nous l'avons préconisé dans les extractions multiples, dans les algies du trijumeau, dans les tuméfactions, dans les réimplantations aussi, on l'a utilisé pour sa biostimulation, et enfin en traumatologie. Pour ce qui est des stomatodinies, actuellement, les essais sont encore en cours pour les stomatodinies et pour le lichen plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.